Bienvenue au Petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, je vous présente un épisode spécial pour parler du mouvement Mes poils et nous allons parler aujourd'hui de l'histoire de l'épilation et des standards de féminité en Occident. Avant de commencer, il faut que je vous parle de la difficulté que j'ai eue à trouver des informations sur le sujet parce qu'il y avait une tonne d'articles de compagnies de cire, d'épilation et de rasoirs qui faisaient la petite histoire de l'épilation et qui racontaient qu'aujourd'hui, heureusement, on vit dans un monde où toutes les femmes ont le choix de s'épiler ou non et que l'égalité est atteinte. Laissez-moi vous dire qu'au contraire, cesser de s'épiler pour une personne qui est élue comme femme, c'est une véritable révolution. C'est un geste politique, qu'on le veuille ou non, et c'est extrêmement confrontant d'être regardé comme si on était un monstre poilu. Puis là, je veux absolument mettre une chose au clair, ce n'est pas parce que vous vous épilez que vous êtes une mauvaise féministe. Il y a beaucoup de militantes féministes qui se maquillent, qui s'épilent, qui travaillent leur apparence corporelle, puis au fond, on s'en fout. Ce n'est pas important. Le féminisme, justement, c'est de se battre pour que les femmes aient le choix de faire ce qu'elles veulent sans se faire achaler par personne. Puis être féministe, c'est respecter les femmes dans leurs choix, peu importe quels sont ces choix-là. Donc, ceci est une capsule d'histoire et pas un speech pour faire culpabiliser le monde. Si, justement, on commence à parler d'histoire, selon Rebecca Herzig, autrice du livre Plucked, une histoire de l'épilation en Occident, à travers l'histoire, la pilosité visible des femmes a été associée à toutes sortes de concepts stigmatisés, comme la folie, la maladie, l'atavisme et la perversion. Et comme le dit l'auteur David Le Breton, les dissidentes sont toujours perçues comme étant hideuses. Les femmes, comme les hommes, ont toujours eu des poils. Des techniques pour enlever ce poil-là existent depuis l'Antiquité, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur une période un peu plus récente. Donc, on va commencer avec l'entre-deux-guerres, dans les années 1920, où on observe un grand changement dans l'apparence des individus. Selon l'historienne Marie-France Ozépi, les femmes se coupent les cheveux et dévoilent leurs jambes, tandis que les hommes se rasent la barbe et la moustache. Évidemment, il y a un événement qui choque plus qu'un autre, puis qui met beaucoup de monde sur le piton panique. Je vous laisse deviner lequel. À partir de ce moment-là, le poil, qui auparavant n'était pas forcément visible chez les femmes à cause de leurs habits, commence à être considéré comme vraiment la chose la plus dégueulasse et indécente au monde. Alors que chez toute l'autre moitié de l'humanité, c'est bien correct. Selon l'autrice et la réalisatrice française Ovidie, alors que la pilosité masculine est associée à la virilité, la pilosité féminine, elle, renvoie à la saleté. Toujours selon l'historienne Marie-France Ozépi, la femme glabre n'est pas considérée comme obscène par la société masculine parce que, dénuée de son sexe et de ses pulsions sexuelles, physiquement revenue à l'enfance, elle est soumise au désir de l'homme qui peut la considérer comme un simple réceptacle. Et selon Ovidie, la pilosité féminine intime apparaît avec l'arrivée de la puberté et préfigure le début d'une phase de sexualité active. L'épilation intégrale renvoie à une idée de jeunesse, d'enfance. Très tôt, on enseigne aux filles à gommer tout ce qui peut témoigner de leur passage à l'âge adulte. On part du principe que le sexe féminin doit être lisse et que tout ce qui en sort est tabou, à commencer par les règles. Puis si on en revient à l'histoire, tous les corps ont toujours eu des poils, comme je le disais précédemment, mais à partir de quand les humains ont-ils, ou plutôt ont-elles, cherché à le faire disparaître, et depuis quand nos sociétés ont-elles commencé à le considérer comme une chose répugnante, mais chez les femmes seulement? Il faut savoir qu'à partir des années 20 et 30, l'usage du rasoir se démocratise. Pour la première fois, les gens peuvent utiliser des rasoirs personnels pour s'épiler chez eux, tout seuls. En Occident, surtout, il se développe un marché de l'hygiène et ça commence à devenir bien important d'être propre, d'être archi-propre même, particulièrement pour les femmes qui sont perçues comme des objets de désir. L'hygiène et la propreté deviennent des normes sociales au service d'une nouvelle morale. Puis les compagnies de rasoirs et de produits d'hygiène commencent à réfléchir à une façon d'attirer davantage une clientèle féminine et elles se posent la question « Pourquoi les femmes ne se raseraient-elles pas elles aussi? » Dans l'après-guerre, les bonnes nylons dévoilent les jambes et les jupes raccourcissent, donc l'humanité est exposée au fait que les femmes ont elles aussi du poil. Puis comme je le racontais, il y a un changement important
dans la mode féminine, c'est de plus en plus acceptable de montrer certaines parties de son corps quand on est mince, blanche et que notre peau est lisse, of course. On entre de plus en plus dans des sociétés de consommation où justement les individus consomment des biens pour modifier leur apparence corporelle. Mais ce qui va vraiment renforcer l'idée que les femmes doivent absolument être lisses partout, c'est la démocratisation de la pornographie où on ne voit apparaître pratiquement que des corps imberbes et minces. Plus on avance dans le temps, plus les standards de beauté incitent les femmes à modifier leur apparence corporelle et même à dénaturer un peu leur corps, une chose qui est d'ailleurs explorée par la journaliste Lily Boisvert dans Le principe du cum shot. Les femmes modifient tellement leur apparence corporelle qu'on vient à penser, par exemple, qu'elles ont naturellement, entre guillemets, les seins parfaitement ronds, alors que la poitrine est altérée par le soutien-gorge, ou qu'elles ont naturellement de longs cils et une peau de pêche, alors qu'elles portent du maquillage. Pourtant, dans les magazines féminins et dans les publicités, on continue de conseiller aux femmes de rester naturelles, ce qui est assez contradictoire. Parce que comment peut-on être à la fois fraîche, pure et propre, tout en ne consommant pas les 50 millions de cossins et de produits que l'industrie des cosmétiques veut nous vendre? C'est drôle, mais on utilise souvent l'argument de la nature pour justifier l'exclusion des femmes ou pour les cantonner dans des rôles de douceur, de service aux autres, de dévouement à leur famille, etc. Mais quand vient le temps d'enlever sa brassière puis de laisser pousser ses poils, ce qui serait pourtant 1000 fois plus naturel, c'est curieux, mais l'argument de la nature prend le bord. Et selon la sociologue Caroline Moulin, ce qu'on entend par le corps naturel n'est pas le corps nature. Pire encore, à partir des années 50 environ, on commence à considérer qu'être belle pour les femmes, c'est aussi être en santé. Et toujours selon Caroline Moulin, ce discours-là devient récurrent dans les revues qui ciblent les populations féminines et cette injonction s'adresse vraiment plus aux femmes qu'aux hommes. Et ce qui est vraiment frappant aussi dans la presse féminine, c'est que les exemples d'épilation sont montrés sur des corps qui sont déjà complètement imberbes. Donc, il y a quand même quelque chose de pervers à répéter aux femmes d'être naturelles, tout en les socialisant à garder éternellement un corps prépubère. Et pour conclure cet épisode, je me suis adressée au mouvement Mes Poils que vous connaissez peut-être, puis j'ai demandé à sa fondatrice Pamela Dumont qu'est-ce qui l'avait menée à avoir cette idée-là. Elle m'a répondu que, tout d'abord, l'idée a commencé à germer aux alentours de 2016-2017, quand elle a eu un choc en voyant pour la première fois des femmes qui portaient leurs poils matures, visibles et longs. Puis ça l'a vraiment bouleversée de comprendre qu'on pouvait être une jeune femme au début de la vingtaine en ayant complètement traversé sa puberté, tout en n'ayant jamais eu d'autre discours sur les poils que celui de devoir les enlever, de devoir les éradiquer par différentes techniques à choisir pour s'épiler, dépiler, raser. Elle a donc laissé, elle aussi, pousser ses poils, et ça a été vraiment très mal accueilli dans le milieu de la scène, qui est pourtant censé être ouvert. Quand Movember est arrivé, elle a constaté que ça n'avait pas de bon sens qu'il y ait des réactions aussi violentes face aux poils, alors que le Movember est très bien accueilli. Elle s'est dit qu'aucune femme ne devrait avoir à se justifier pour avoir le corps qu'elle a, et elle ajoute que ce n'est pas un choix d'avoir des poils, c'est un choix de les enlever, et on peut ne pas porter ça seul, finalement. Elle a aussi constaté que ça pouvait facilement s'adresser au grand public, que ça susciterait certainement des échanges, que des professeurs, des enseignants ou des enseignantes pourraient voir ça. Puis le but, c'est vraiment que les femmes, qu'elles soient cis ou trans, que les personnes non-binaires et même les hommes puissent se sentir dans un discours où on cherche à ne plus commenter les corps, qu'ils puissent finalement se sortir de la honte et ne plus avoir à faire un discours politique à chaque fois qu'on voit leurs poils. Et ce qui est très beau à voir, c'est que les gens s'approprient le mouvement. Donc, c'était tout pour cet épisode du Petit cours d'histoire féministe. J'espère que vous avez appris un ou deux trucs. On se revoit dans les semaines suivantes pour parler d'un sujet complètement différent. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.